J'ai souvent dit que les femmes que j'identifie avec le monde de la caverne, le monde de la cécité quelque part, de la pénombre, de l'absence de lumière, accordent énormément d'importance à ce qui est dit. Mais ce qui est dit, c'est aussi ce qui est écrit. Aujourd'hui, les deux sont liés. Il ne faut pas créer des différences qui ne font plus sens de nos jours, qui ont pu faire sens autrefois. Donc, si j'envoie un SMS à quelqu'un, ou un mail, euh, c'est du dire. Du dire. Mais c'est du dire en l'absence de l'autre, en l'absence de la présence de l'autre, en l'absence visuelle de l'autre quand même. Mais de la même façon que le dire au téléphone, il n'y a pas non plus de visuel. Enfin, c'est quand même plus une présence plus évidente que le SMS. Et ce qui est assez stupéfiant aujourd'hui, c'est à quel point les gens peuvent prendre au mot ce qu'on leur dit et tirer les conséquences définitives de quelques propos qu'on aura pu tenir. Voilà. Pourquoi? Parce que, comme dit le proverbe, les écrits restent. C'est un peu paradoxal parce que les écrits restent, c'est-à-dire ce qu'on a dit aussi reste. Ce qui reste, ce n'est pas forcément les choses les plus importantes. Et c'est pourtant cela qui reste. C'est cela dont on se souvient. Par contre, toute la dimension relationnelle, proprement parlée, elle n'est pas véritablement euh, conservée dans ses écrits ou dans ses paroles dont on se souvient. Parce que finalement, c'est les paroles dont on se souvient, ce sont des souvenirs, et ces souvenirs, c'est un peu du même genre que les écrits finalement. Ce qui reste, ce sont les souvenirs. Et les écrits sont une forme de souvenir d'ailleurs, parce que quand on dit, on dit dans le tourisme, on dit ah voilà, j'ai ramené des souvenirs. Donc un souvenir, ça peut être un objet. C'est un objet, comme ça peut être effectivement quelque chose qu'on a en tête, qui nous a marqué, qu'on a retenu, en tout le sens de tenir. Et donc, les femmes ont ce rapport à la réalité qui passe par cela, passe par ce qui est dit, ce qui est écrit. Et ça va très loin, ce genre d'observation. Pourquoi? Parce que c'est comme l'aveugle qui ne connaît du monde que ce qu'on lui en dit. Et même ce qu'on lui en écrit, puisqu'il peut lire le braille. Donc il est dépendant de ce qu'on lui dit, ou de ce qu'on lui laisse entendre. Il n'est pas en mesure de juger par lui-même du réel. Et ça peut valoir dans les deux sens. Il peut se faire une fausse idée du réel, ou en tout cas une idée bien incomplète, bien réduite du réel. Parce que comment peut-on résumer la réalité visuelle par des mots? Celui qui décrit, qu'est-ce qu'il décrit? Et étrangement d'ailleurs, le mode de description est beaucoup plus complexe que la réalité. C'est un paradoxe. En fin de compte, quand on voit les choses, pas besoin de les décrire, pas besoin d'en parler. Il n'y a pas besoin d'utiliser des mots pour cela. Les choses elles sont là devant nous, devant nos yeux, sous nos yeux. Voyez-vous? Et donc par conséquent, il y a là une espèce de situation étrange qui fait que le monde de l'écriture, le monde de la parole, peut finalement être beaucoup plus riche que le réel. Et c'est peut-être ça qui fascine les enfants, qui n'ont pas nécessairement accès au monde de la réalité, mais qui ont accès à un discours sur ce monde qui se prête à beaucoup d'extravagance finalement, fantasmes.
Autrement dit, j'aime bien cette expression du Jacques Addy. Moi-même, je m'appelle Jacques, et on jouait beaucoup dans mon enfance à ce jeu. Jacques a dit, et puis tout le monde fait ceci ou fait cela. Et le maître a dit, en quelque sorte. Le maître a dit, le maître nous a raconté que, finalement, c'est cette situation dans laquelle se trouve l'esclave. Et quelque part, les gens de la caverne sont des esclaves, dont les femmes sont les héritières. Elles en sont toujours à ce stade-là et elles ne peuvent pas y échapper. Elles ne peuvent capter du réel que ce qu'on leur en dit. Et elles ne peuvent agir, quelque part, que parce qu'on leur a dit de le faire. Et parce qu'on leur a dit ce qu'elles devaient dire, surtout. C'est bien connu. Et souvent, ça, au bout d'un certain moment, il y a comment on dit, le naturel revient au galop. Chasser naturel, il revient au galop. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à bout d'arguments, les femmes vont dire, mais c'est ce que tu m'as dit de faire. C'est ce que tu m'as dit que tu pensais. C'est ce que tu m'as dit que j'étais. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois que cette forme a dit, qui est un passé, revient dans le langage féminin. Souvent dans la forme il m'a dit, elle m'a dit. C'est fantastique. Alors évidemment, dans d'autres langues, ça sera un autre mot qui sera, mais ça reviendra au même. Il faudrait faire d'ailleurs des études à ce sujet, de voir si ce terme dire, qu'on peut traduire en russe, en hébreu, en arabe, en chinois, est un élément récurrent, instinctivement récurrent, chez toutes les femmes. Comme si, dès que ce mot est appris, il a une résonance profonde dans le psychisme féminin et il devient un facteur de polarisation. C'est-à-dire que c'est une clé. La clé pour entrer dans le monde de la femme, c'est le dire, c'est le sésame, ouvre-toi. Au moment où je dis quelque chose, j'écris quelque chose, ça revient au même ici, on a dit, eh bien, ça va rentrer. Donc, quelque part, le dire, c'est une forme de processus phallique. Ça va rentrer dans la tête de la femme et ça va la travailler. Ça va se développer comme pourrait se développer le sperme dans le corps de la femme. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important, ce dire, cette parole qui va entrer, qui va pénétrer par les oreilles et non pas par le vagin. Mais oui, parce que de toute façon, même l'écrit peut être parlé. C'est bien connu, j'en ai déjà parlé. On va lire à voix haute ce qui est écrit. Donc ça va toujours, mais toute forme tout pourra être transformé en oralité. Que ce soit la parole orale, ou que ce soit quelque chose, un SMS, un mail, une lettre, elle va toujours pouvoir être présentée sous la forme orale, sous la forme sonore. Et cette forme sonore, c'est le langage que la femme, qui va programmer la femme, qui va déterminer son comportement. C'est pour cela, et je conclurai là-dessus, et j'en parlais déjà il y a quelques années, c'est pour cela qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit à une femme, et d'une certaine manière, moins on lui en dit, c'est-à-dire moins on lui parle, moins on lui écrit, et moins elle sait ce qu'elle doit faire. Et ça n'est pas forcément une chose idiote que délaisser la femme dans le doute, en disant le moins de choses possible. Il y aura des actes, oui, mais tant que ces actes n'auront pas été commentés, explicités, ils n'existeront pas, quasiment. Alors, le cas extrême, évidemment, c'est d'un homme qui trompe sa femme, mais, comme disait ma mère, n'avouez jamais.
Elle disait cela, et elle n'a pas tort, elle n'avait pas tort, ma chère mère. Elle disait ça pas forcément à propos d'elle-même, elle disait ça par exemple à propos d'un ami à elle qui avait avoué avoir eu une aventure à sa femme, et ça s'était très mal passé. Elle disait, mais pourquoi a-t-il eu besoin de lui raconter cela? On a beaucoup plus de... Alors évidemment, c'est un double tranchant. Parfois, il faut demander à la femme de faire des choses, et il faut la pousser à faire certaines choses. Il faut lui donner du grain à moudre, il faut lui donner des choses à faire. Et c'est par la parole, par le verbe, par le geste, qu'elle devra le faire. Mais en même temps, si on ne veut pas que la situation nous échappe, en quelque sorte, il vaut mieux, dans les situations où l'on ne préfère ne pas déclencher des choses de manière trop radicale, laisser les choses dans une espèce de brouillard, et la femme est dans le brouillard, dans la pénombre, tant qu'on n'a pas parlé, tant qu'on n'a pas dit les choses. Et on s'en aperçoit quand souvent il y a des ruptures entre un homme et une femme. Souvent la femme ressort des choses qu'on a dites ou qu'on a écrites, beaucoup plus que des choses qu'on a faites ou pas faites. Et tout cela pour dire quoi? Pour dire que de toute façon, ces observations, qui à mon avis sont assez justes, montrent à quel point le monde des hommes et le monde des femmes n'est pas le même. Ou plus exactement, ce serait plus heureux de le dire, à quel point nous ne descendons pas de la même humanité. Parce que nous sommes des descendants, faut pas oublier. Nous sommes des descendants d'humanité qui était très différente à l'origine, et qui, bien qu'elle se soit mêlée, entrecroisée, continue à produire des éléments issus des deux humanités, et qui se trouvent être, en règle générale, pour l'une des hommes et pour l'autre des femmes, alors que, bien évidemment, au départ, ces deux humanités étaient capables, l'une et l'autre, de se reproduire séparément. On ne peut pas dire n'importe quoi. Alors, soit ce sont des humanités qui, au départ, étaient androgynes, l'une comme l'autre, ce qui serait une explication, et à ce moment-là, quand elles se sont croisées, en gros, au chapitre 2 de la Genèse, eh bien, il y en a une qui est devenue phallique, et l'autre qui est restée androgyne, tout en étant dotée d'un vagin qu'elle n'avait pas à l'origine, pour pouvoir être fécondée par l'autre. C'est cela qui a été le résultat de la symbiose. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous continuons à véhiculer aujourd'hui, en 2016, des valeurs qui ne font sens que dans une histoire extrêmement ancienne et reculée. C'est ça un des paradoxes. Nous continuons à fonctionner comme cela, comme nos ancêtres, alors que les conditions qui sont les nôtres ne le justifient pas, ne le justifient plus. Mais ça ne change rien. Ce que j'ai appelé, à une époque, j'appelais ça de l'hypnotica. C'est-à-dire des choses que nous faisons comme si nous étions hypnotisés, mais qui ne correspondent pas forcément à la réalité en soi. Je voudrais un autre exemple pour terminer, pour illustrer. De la même façon, par exemple, des gens qui ont vécu dans une certaine forme de pénurie, de pauvreté au niveau alimentaire, qui se sont contentés, qui ont dû se contenter de produits de second ordre, et qui, dans un monde qui a désormais qui propose des produits beaucoup plus riches, beaucoup plus sains, continuent à manger comme dans leur enfance, continuent à avoir la nostalgie de produits qui n'étaient que des ersatz, des expédients, des pis-aller, nourriture de pénurie. Et je faisais cette plaisanterie précédemment, dans une autre vidéo, je disais, la pizza, c'est le pis-aller. Et ils continuent à manger cela, alors que ça n'est plus justifié. Parce qu'on peut trouver des produits frais, parce que les gens ont plus d'argent, mais ils continuent à fonctionner
sur des schémas qui sont ceux de l'enfance. Alors là, on n'est pas en train de parler de l'enfance, on est en train de parler de schémas qui se sont établis des milliers d'années avant. Mais c'est la même chose. Des milliers d'années avant, nous continuons à être marqués par des valeurs qui ne sont plus les nôtres, mais quelque part, nous fonctionnons quand même toujours par rapport à ce mode de fonctionnement ancien, et on n'y peut rien. C'est comme ça. Mais bien évidemment, c'est vrai aussi pour un passé beaucoup plus récent. Et c'est plus facile à comprendre pour un passé récent que pour un passé ancien, mais les différents... Alors, vous savez, le grand débat sur le fait que les hommes et les femmes, cette différence, elle appartient au passé, et que tout ça est révolu, obsolète. Mais non, ça, ce sont des paroles en l'air. En réalité, qu'on le veuille ou non, des choses qui se sont instaurées il y a des milliers d'années, dans des contextes qui étaient bien précis à l'époque, se sont perpétuées aujourd'hui dans de tout autre contexte, mais nous continuons à fonctionner comme si nous étions dans les contextes d'autrefois.